Il s'appelle Apollinaire Compaoré, Idrissa Nassa, Lassine Diawara ou encore Mahamadou Bonkungu. Leur nom ne vous laisse certainement pas indifférent. Les grands patrons du monde des affaires burkinabais ont été faits professeurs associés de l'ENAM. Ils ont reçu leur toge ce matin. Leur rôle, comme le veut la nouvelle vision de l'ENAM, c'est d'imprégner, grâce à leurs expériences, les futurs cadres de l'administration publique du pragmatisme du privé. Vous êtes plusieurs à ne rien comprendre sur la tarification de votre consommation d'eau. Eh bien, des députés ont décidé d'y voir clair. Ils ont organisé un atelier de formation avec les cadres de l'ONEA sur le système tarifaire en lien avec les investissements réalisés. C'était ce week-end. Et puis, moins de 50% des taux de décaissement des fonds alloués au Burkina Faso par les partenaires techniques et financiers. Ce sont des statistiques concernant les échanges avec la BAD, la Banque mondiale et le FIDA, une contre-performance du taux d'absorption due à plusieurs paramètres. C'est le sujet de notre chronique Éco. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Mais avant de développer ces titres, nous avons sur ce plateau le chef de la délégation de l'Union européenne au Burkina Faso, Jean Lamy. Bonsoir, monsieur Jean Lamy. Vous êtes l'invité de ce journal. Vous êtes là pour nous parler du programme Population pour le Burkina Faso financé par l'Union européenne. Et demain, il y aura un atelier organisé sur ce sujet avec tous les acteurs bénéficiaires. Ça sera pour tout à l'heure. Mais avant, nous poursuivons ce journal en nous intéressant d'abord à ces parents et proches des détenus de la Mako qui sont dans l'inquiétude mais aussi dans l'exaspération et la colère depuis plus d'une semaine. Ils n'ont pas accès à la Mako, plus de possibilités de visite. La faute est un mouvement d'humeur des gardes de la sécurité pénitentiaire. Eh bien, pour exprimer leur ras-le-bol, ces parents et proches des détenus se sont rendus au ministère de la Justice, puis au tribunal de grande instance, où ils ont été reçus par le procureur. Et je vous propose d'écouter maintenant l'une des parentes. Elle est ici au micro de Arsène Konditamde. Non, on est en marche parce qu'à la Mako, on ne peut pas rentrer. C'est tout un problème, chacun de nous. Il y a nos parents qui sont là-bas, nos petits frères, nos soeurs et nos mamans, nos papas. Donc, c'est un problème, quoi. En fait, même si eux, ils sont en grève, là, ils n'ont qu'à faire un peu. Parce que nous aussi, on veut rentrer voir ceux qui sont à l'intérieur, là. On ne sait pas si ça va ou ça ne va pas. Mais quand même, si vous êtes en grève, grèvez-vous. Laissez-nous passer voir les choses, nos gens. Ou bien, si nous, on est là, parce que le lundi, on est sorti. On nous a dit que non, que peut-être d'ici le lundi, ça va aller. Non, le lundi, aujourd'hui c'est lundi, ça ne va pas. Donc nous on est grévé, on est garé la route, devant la Mako, on a garé. On est garé, on a fermé, jusqu'à la CIRES est venue. Donc, nous on demande pardon. Et ceux qui sont en train de faire grève là, ils n'ont qu'à faire pardon. Pour que nous on puisse rentrer, voir ceux qui sont à l'intérieur là. Nous on souffre. Si tu viens pour rentrer voir ton papa ou bien ta maman qui est là-bas, et puis tu viens et puis on te dit que tu ne vas pas rentrer, c'est un problème. Donc nous on est en train de souffrir. On ne peut même pas dormir. Donc, ils n'ont qu'à faire pardon, quoi. On envoie la nourriture, on dit que non, que c'est pas la peine de rentrer. Non. Ils déposent la nourriture, ça gâte. On ne sait pas comment. Eux, ils sont là-bas, ils font quoi, ils mangent quoi, on ne sait pas. Depuis 11 jours aujourd'hui, c'est un problème. Donc nous-mêmes, on est en train de souffrir. Ceux qui sont à l'intérieur, ils ne souffrent même pas plus que nous. Parce que nous, on regarde que ceux qui sont là-bas, là, et c'est même pas comment eux, ils font pour manger. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas supporter la nourriture qui est à la chose là, à la Mako là. Donc, ils n'ont qu'à faire pardon. Nous laisser la voir la rentrée, voir nos choses là, nos parents là. Nous, on est venus ici ce matin. On est reparti à la ministre de la Justice. On nous a dit que le ministre de la Justice n'est pas là, qu'on n'a qu'à revenir ici. Donc on est venu ici, on a vu le procureur. Il nous a dit qu'elle est au courant, mais elle va transmettre notre message là et choses au ministre. Parce qu'elle ne peut pas gérer, elle ne parle pas choses. Et les aspects là. Elle ne parle pas de les aspects. Mais celle qui parle de les aspects, elle va communiquer pour qu'on les transmette. D'ici la semaine, on va avoir notre solution. Ils n'ont qu'à faire pardon. Et on change totalement de cap, direction l'École nationale d'administration et de magistrature, l'ENAM, qui s'est inscrite dans une nouvelle dynamique, une nouvelle vision, celle de former des hauts cadres de l'administration publique parfaitement au fait du pragmatisme du monde des affaires et du privé. Elle ouvre donc ses portes à ceux qu'elle appelle des professeurs associés, Apollinaire Compaoré, Idrissa Nassa, Lassine Diawara ou encore Mahamadou Bonkungu, tous des capitaines de l'économie burkinabé qui iront partager leurs expériences avec les élèves de l'ENAM. Ils ont reçu leur toge ce matin. Rémi Lambert-Nébier.
En première ligne de cette assemblée composée d'énarques et d'autorités politiques et administratives se trouvent ces opérateurs économiques de renom. Ce sont eux les professeurs associés de l'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature. La toge leur est honorifiquement enfilée, mais ce que l'ENAM espère tirer d'eux en termes d'expérience vaut aussi bien qu'un cours théorique magistralement dispensé par un professeur agrégé. Nous en ferons des vrais professeurs, parce que le savoir, c'est aussi leur vécu. Il s'agit là de créer une synergie entre le secteur privé et le secteur public, afin de faciliter l'introduction dans l'administration publique de systèmes et procédures modernes dans l'exécution des prestations de services. Pour cela, un statut honorifique d'enseignant associé de l'ENA a été adopté, afin de permettre à ces champions de partager leurs compétences pratiques et leurs riches et diverses expériences avec les élèves. Cette nouvelle dynamique recherchée par l'ENAM s'accompagne également de profondes réformes qui vont jusqu'à toucher les curricula. Ce ne sont plus des théories générales qu'on va enseigner à nos énarques, mais le pragmatisme anglo-saxon peut être efficace sur le terrain, rigoureux, performant, dédicace, confiant qu'il appartient à une communauté de destinée. Par conséquent, tous les élèves de l'ENAM vont prendre des cours de théorie générale de l'État, ils vont suivre les cours de défense et de sécurité, ils vont apprendre les mécaniques de la gouvernance démocratique. Et le deuxième point, c'est qu'ils vont tous aller faire une formation militaire à Bobo-Dioulasso. Et donc tout le monde va aller apprendre à vivre ensemble en tant que Burkinabés qui transcendent nos ethnies et nos clivages régionaux. Je pense que les militaires vont leur apprendre cela. Ces réformes sont également culturelles et l'image de l'énarque ne sera plus dissociable du faso d'Amfani ou du costume qui sont désormais leur tenue officielle. Et c'est cette vision résolument tournée vers le pragmatisme qui a su attirer ces enseignants de type nouveau appelés professeurs associés. Mes collègues et moi-même avons été convaincus par la démarche du ministre de la fonction publique et du directeur général de l'ENAM, et malgré la complexité de nos agendas, notre engagement à leur côté à cette cérémonie solennelle est le témoignage de notre adhésion à la nouvelle vision stratégique de l'ENAM qui privilégie la synergie d'action entre le secteur public et le secteur privé afin de faciliter l'introduction dans l'administration publique de systèmes de gestion modernes et novateurs pour l'exécution des prestations de services publics de qualité. Du rang de ces professeurs associés, tous PDG de grandes entreprises, les infrastructures ne peuvent que pousser en un claquement de doigts. Ce sont 2,5 milliards que quelques-uns d'entre eux ont décidé de débourser pour la construction d'un amphithéâtre, d'une bibliothèque et d'une cafétéria équipée au sein de l'ENAM et dont les premières pierres ont été posées par le président du FASO. Nommés depuis mars 2018, deux comptables principaux d'État ont prêté serment ce 15 avril 2019 devant la Cour des comptes. Bouraïma Tanarba et Zachary Towe disent être bien conscients des exigences de leur tâche. Roméo Koïta. Zachary Towe, payeur général, et Bouraïma Tanarba, receveur général, sont deux des trois comptables principaux de l'État. Ils sont respectivement chargés de la centralisation des recettes publiques et du paiement des dépenses budgétaires. Autrement dit, ils sont responsables de la bonne gestion des finances publiques. Quand vous regardez au Burkina, effectivement, en termes de mobilisation des ressources publiques, il y a les receveurs des impôts, il y a les receveurs des douanes, aussi il y a les régies auprès des institutions et ministères. Donc nous sommes chargés de la centralisation de ces recettes-là et on rend compte en tout cas auprès de la Cour des comptes. Comptable supérieur de l'État, qui est chargé du paiement des dépenses du budget général de l'État. Alors son travail au quotidien, c'est de régler les prestataires de l'État au quotidien. Des fonctions hautement sensibles qui nécessitent plus de rigueur et de probité de leur part. En prêtant serment, ils s'engagent officiellement à assumer avec loyauté les missions à eux assignées. La Cour des comptes, institution devant laquelle ils jurent et rendent compte de leur gestion, espère avoir des fonctionnaires exemplaires. C'est un nombre de secrets qu'ils sont appelés à avoir, qui seront bien détenus, ces secrets-là, et ne pas les divulguer. Parce qu'il y va de l'intérêt du pays, il y va de l'intérêt de tout le peuple burkinabé. On parle du ministre, mais en réalité, c'est eux qui savent où se trouve notre argent. C'est eux qui ont à charge la bonne gestion des finances publiques.
Mais il y a eu un retard dans la prise de fonction de ces financiers. Nommés en mars 2018, c'est plus d'1 an après qu'ils sont officialisés dans leurs fonctions. Alors que selon la loi, la prise de fonction doit intervenir 3 mois après la nomination. La faute aux autorités du ministère de l'économie et des finances. Tellement qu'il y a des raisons qui expliquent que les autorités au niveau du ministère n'ont pas pu respecter les délais. Mais c'était quand même notre devoir de leur rappeler qu'il y a des délais. Ce que la loi prévoit, il faut s'efforcer de les respecter. Mais enfin, c'était important de dire. Mais également la production d'un certain nombre de comptes, puisque la Cour des comptes est chargée de faire un travail de contrôle. Et pour faire son contrôle, elle a parfois besoin d'un certain nombre de comptes, dans des délais précis. Alors lorsque les comptes sont produits, mais avec des retards, ça peut également jouer sur le travail, la qualité du travail de l'institution de contrôle. Ces comptables principaux de l'État prennent fonction dans un contexte marqué par une crise au ministère de l'économie et des finances, où la mobilisation des ressources a plus ou moins du plomb dans l'aile. Une situation inconfortable pour ces comptables qui gardent tout de même espoir quant à la réussite de leur mission. Et maintenant, cette question, comment se font les tarifications de notre consommation d'eau? Difficile d'y voir clair. Pour la majorité des Burkinabés, eh bien, des députés ont décidé de se renseigner sur la question. Ils font partie du réseau des parlementaires pour l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement. Et ils ont échangé avec des cadres de l'ONEA sur les systèmes tarifaires en lien avec les investissements réalisés. Arsène Konditamde. Le réseau des parlementaires pour l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement lance la réflexion sur les systèmes tarifaires de l'eau au Burkina Faso. Cette tarification résulte d'une péréquation pas toujours comprise par les usagers du service public de l'eau. L'idée de cet atelier de réflexion est de porter l'information juste aux députés afin qu'ils soient le relais auprès des populations. Il faut que l'ensemble des députés aient toutes les informations pour que les populations soient informées parce que le plus souvent, ce n'est pas évident que le prix qui est appliqué, c'est effectivement le prix réel. Mais nous savons aussi que c'est de gros investissements et donc, naturellement, nous posons la problématique pour voir est-ce qu'à terme, aujourd'hui, les années à venir, est-ce que l'ONEA, avec cette politique, pourra tenir? Parce que nous savons que c'est un outil important pour la population. Aujourd'hui, je félicite le réseau d'avoir initié ce projet pour permettre aux députés non seulement d'être sensibilisés, et aussi connaître le système de tarification et avoir suffisamment de données pour faire de fortes recommandations qui vont appuyer l'organisation dans toutes ses dimensions afin d'atteindre les objectifs de desserte qui sont donnés au niveau du pays. L'ONEA, dans l'exécution de ses missions, ne ménage aucun effort pour une desserte efficace. La tarification appliquée aux consommateurs est fille de la politique tarifaire quinquennale de la nationale de l'eau. Une politique dynamique qui permet le réajustement des tarifs de l'eau après chaque évaluation. Elle n'est pas variable en fonction des périodes. C'est une tarification applicable sur la durée de toute la politique tarifaire. Après cette période, nous réévaluons encore les investissements, le modèle financier que nous utilisons, qui est un système, qui est un outil de planification financière, nous dit à quel moment est-ce qu'il faut revoir forcément les tarifs de l'eau si nous voulons toujours rester une entreprise qui assure la distribution de l'eau, qui couvre ses charges. L'accès à l'eau potable intéresse au plus haut point. Aujourd'hui, il est un droit constitutionnel au Burkina Faso. L'un des objectifs du réseau est de plaider pour l'accès d'un plus grand nombre de personnes à l'eau potable. Et depuis sa création en 2016, le réseau des parlementaires espère, à travers ses actions, mobiliser davantage de monde à sa cause. Voilà, cela ne vous a pas échappé que nous sommes aujourd'hui lundi, et vous le savez également, tout le lundi, nous vous proposons un sujet d'économie. Place donc maintenant à notre chronique Éco. Et nous
nous parlons ce soir du taux d'absorption du portefeuille mis à la disposition du Burkina Faso par les partenaires techniques et financiers. Si nous prenons la BAD, la Banque mondiale et le FIDA, qui sont parmi les principaux partenaires financiers du Burkina, on est à moins de 50% de taux de décaissement, une véritable contre-performance dont les raisons sont aussi nombreuses que diverses. Rémi Lambert-Nébier. Moins de 50% du taux de décaissement. Le Burkina Faso n'est toujours pas à un niveau satisfaisant d'absorption des fonds accordés par les partenaires techniques et financiers. Une statistique étayée par les chiffres de la dernière revue conjointe de portefeuille entre le pays et 3 de ses partenaires clés au développement en début avril. Le Burkina Faso traîne toujours cet art en matière de procédure, mais ne saurait porter en lui seul le chapeau de cette performance relativement insuffisante. C'est une situation qui est assez, j'allais dire, récurrente. Je crois que de tout temps, on a entendu parler de procédures qui sont lourdes au niveau des partenaires, qui font que on n'arrive pas à avoir de l'argent à temps pour commencer les projets et les exécuter correctement. Chaque partenaire a sa façon de faire. Donc, c'est à l'État de s'adapter, puisqu'on est demandeur. C'est à nous de développer nos capacités pour être à la hauteur de ce que les partenaires demandent. Maintenant, ce que les partenaires nous reprochent, c'est qu'on n'a pas souvent, effectivement, on n'a pas les capacités, on n'a pas les ressources humaines souvent pour préparer les projets et les soumettre dans les bons délais. Et ils reprochent pratiquement au gouvernement que les ressources dédiées justement à la préparation des projets ne sont pas assez consistantes. Maintenant, il ne faut pas que, malgré les procédures qui sont lourdes, ça c'est une réalité souvent, les avis de non-objection souvent, ça traîne, donc ce n'est pas forcément la faute des Burkinabés. Peut-être aussi il faut les introduire à temps pour avoir la réponse dans les délais raisonnables. Donc c'est une chaîne en fait. S'il y a un maillon qui ne marche pas, ça se répercute sur l'ensemble de la structure. En 2018, le Burkina Faso n'a pu décaisser que 41,4% des ressources accordées par la Banque mondiale, 46,42% pour la Banque africaine de développement et 42% pour le Fonds international pour le développement agricole. À l'exception du taux d'absorption avec la Banque mondiale, les deux autres sont en légère hausse par rapport à 2017, mais cela est insuffisant pour insuffler une meilleure dynamique dans l'exécution des projets et programmes, l'un des objectifs finaux de ces fonds accordés au pays. Voilà, et comme annoncé en début de journal, nous sommes sur ce plateau avec M. Jean Lamy, le chef de la délégation de l'Union européenne au Burkina Faso. M. Jean Lamy, bonsoir. Bonsoir. D'abord, quelques observations sur le taux d'absorption du portefeuille des partenaires techniques et financiers. Au niveau de l'Union européenne, je crois que vous êtes à plus de 100%. On est proche de 100%. On n'a pas beaucoup de mérite pour ça parce que l'essentiel de l'aide de l'Union européenne au Burkina Faso est accordé sous forme d'aide budgétaire. Donc c'est une aide au budget du Burkina Faso pour l'aider à remplir ses politiques. Donc par construction, si je puis dire, 100% de ces appuis-là sont pratiquement toujours absorbés, si je puis dire. Mais je voudrais dire à la décharge des partenaires que tout don fait l'objet d'un contrat. Et dans la coopération, c'est la même chose. Et tout contrat comporte des droits et des obligations. Et c'est pour ça que parfois, il y a beaucoup de choses à respecter des deux côtés pour permettre 100% des appuis qui sont disponibles. Alors, parmi ces appuis, il y a 16,3 milliards de francs CFA que l'Union européenne met à la disposition du gouvernement burkinabé dans un programme sur la population du Burkina Faso. C'est un programme pour permettre au Burkina Faso de maîtriser sa démographie, justement en lien avec ses politiques nationales. Alors, pourquoi est-ce que l'Union européenne manifeste un si grand intérêt pour la politique des populations du Burkina Faso? Alors c'est un programme que l'Union européenne est heureuse de mener avec le Burkina Faso, parce que comme vous l'avez dit, c'est une priorité
nationale. D'ailleurs, le président du Faso, l'an dernier à Bruxelles, lors des Journées européennes du développement, qui avait pour thème la problématique de l'autonomisation des filles et des femmes et de la lutte contre les discriminations basées sur le genre, avait présenté les priorités du Burkina Faso en termes de protection des droits des filles et des femmes, en termes d'autonomisation des femmes, en termes d'éducation. Et c'est pour accompagner cette politique que l'Union européenne a monté ce programme, avec en particulier l'Institut supérieur des sciences de l'éducation, des populations, pardon, et en partageant ce constat que la situation, la problématique de la population au Burkina Faso est une problématique sérieuse. La population au Burkina Faso, elle croît de 3,1% par an. La population du pays double tous les 20 ans. En 2040, il y aura 40 millions de Burkinabés. L'âge médian est de 16 ans, ça veut dire qu'il y a autant de jeunes Burkinabés qui sont en dessous, qui ont moins de 16 ans, qu'il y a de Burkinabés qui ont plus de 16 ans. Et donc ceci a des conséquences sur les budgets sociaux, sur les perspectives sanitaires, sur l'argent qui est moins disponible pour les investissements, et donc c'est un objectif partagé, et c'est pour ça que l'Union européenne a monté ce programme innovant population. Ici, on peut dire que le problème, la problématique de capter le dividende démographique se pose. Oui. Oui, capter le dividende démographique, ça veut dire, pour un responsable politique, essayer de réduire les coûts qui sont induits par une croissance non maîtrisée de la population. Parce que la croissance économique, elle est mangée, si je puis dire, par la croissance de la population. Et donc, il y a cet objectif, mais c'est aussi un objectif au niveau des personnes. Puisqu'on parle de population, il s'agit pour les enfants qui naissent d'être protégés, d'être bien éduqués, et bien soignés, et pour leurs parents, pour les mères en particulier, d'avoir accès à des services sociaux de qualité. Et donc le programme que nous avons bâti avec les différents ministères concernés vise il est interministériel, si je puis dire, puisque nous travaillons avec le ministère en charge de l'état civil, donc le ministère de l'administration du territoire et de la cohésion sociale, le ministère de la femme, bien sûr, le ministère de l'éducation et le ministère de la santé. C'est un programme transversal. Il a commencé en 2018, il prend fin en 2021, mais demain il y a... 2023, d'accord. Demain, il y a un atelier, justement, qui va rassembler toutes les personnes qui travaillent autour de ce programme. Oui, et c'est aussi une des innovations de ce programme. C'est un programme, si vous voulez, où ce n'est pas des personnes extérieures comme les experts européens qui viennent dire au Burkina Faso ce qu'il y aurait lieu de faire. Demain, c'est une réunion de réflexion entre Burkinabés, entre spécialistes burkinabés, sociologues, spécialistes de santé, spécialistes de l'état civil, sur les meilleures expériences et pour conseiller les politiques publiques du Burkina Faso dans ces domaines. Et donc, c'est aussi avec un séminaire qui va réunir des acteurs de terrain, des ONG, des responsables de CNSS, de centres sociaux, et qui vont pouvoir définir quels sont leurs besoins. Et cela va permettre à l'Union européenne d'accompagner ces actions. Alors, qu'est-ce qui va se passer demain? Il y aura des ateliers, des panels, des conférences, des échanges? Il y aura principalement 3 grandes thématiques dans cet atelier demain. Il y a une thématique autour de la problématique de l'état civil. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque femme qui va accoucher pour son premier ou deuxième ou troisième enfant dans un centre de santé se voit offrir une inscription à l'état civil de son enfant et des services de santé.
et aussi de planification familiale. Et donc, il y a un lien entre ce que fait le ministère de l'administration du territoire et ce que fait le ministère de la Santé, partout dans le pays. Un deuxième volet va être plutôt sur le volet éducation. Donc, qu'est-ce qui peut se faire à l'école pour les garçons et les filles pour essayer d'expliquer ce qui peut être fait, là encore, avec des relais locaux, avec des éducateurs locaux. Et puis, le troisième volet, c'est le volet des droits et de ce qu'on appelle l'autonomisation des filles et des femmes dans la vie économique et sociale et politique. Voilà, dernière question, peut-être avant de vous laisser partir. Vous savez que quand on parle de population, de démographie, et quand on parle de planification familiale, ça ouvre un débat parfois orageux, parce que, comme certains le pensent, aujourd'hui, les pays européens en lien avec l'immigration ont une très grande phobie d'Africains qui viendraient peut-être les submerger, et que lorsqu'on parle de planification, on a l'impression que les pays européens cherchent à empêcher les Africains de faire encore des enfants. Est-ce que cette inquiétude-là peut être levée? Bon. Ce que vous évoquez, c'est une espèce de crainte, comme on dit, malthusianiste, différenciée entre continents. Je crois que la problématique des migrations est complètement différente de celle de la maîtrise des populations. Mais encore une fois, ce que nous faisons, c'est un accompagnement des priorités du gouvernement, du président du Faso, du gouvernement du Burkina Faso. Et il y a une volonté, si vous voulez, nous comprenons bien que nous pouvons être soupçonnés d'avoir je ne sais quel agenda caché. Il y a des choses que nous ne sommes pas légitimes à dire, et que des responsables africains, burkinabés, peuvent dire plus facilement, surtout s'il s'agit de femmes qui ont une expérience à faire partager. Merci bien, M. Jean Lamy, d'être venu partager ces informations avec nous. Donc, c'est demain, à partir de 8h30, l'atelier avec tous les partenaires burkinabés. À l'ISSP. À l'ISSP. Merci d'être venu sur ce plateau. Voilà, nous allons poursuivre ce journal et passer à autre chose. Voilà ce qui devrait réduire les risques d'échec au niveau de la chirurgie de l'œil. Près de 1000 mannequins ont été offerts par l'USAID à l'unité d'ophtalmologie de l'université Joseph Kizerbo pour permettre aux étudiants de mieux s'entraîner. Le compte rendu de Roméo Koeta. Le docteur Pathé Sankara, chef de service du Centre national de lutte contre la cécité, en pleine démonstration de la chirurgie de l'œil. L'opération est effectuée sur un mannequin. Et c'est de cette manière que les étudiants en ophtalmologie devraient s'exercer après les cours théoriques. Et ce, sous la supervision de leur encadreur avant d'intervenir sur l'homme. Si l'apprenant n'arrive pas à retourner, on prend le temps. Il répète ça 2, 3, 4, 5, 6, souvent 10 fois, et puis il arrive. Et on passe à l'autre étape. Il faut inciser, coudre, jusqu'à coudre. On fait les différentes étapes. L'usage de cet outil avant la phase clinique permet de réduire les échecs lors des interventions chirurgicales sur les humains. Dans le cadre de la lutte contre la cécité, le ministère de la Santé et l'unité d'ophtalmologie de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, ont acquis de la part de l'USAID 975 cartouches et 10 stimulateurs. Alors, l'utilisation de ce mannequin va permettre à tous les apprenants de pouvoir s'exercer sur ce mannequin et permettre ici d'améliorer la qualité parce qu'on va réduire les risques justement d'échec des interventions chirurgicales. Et parce que le Burkina est engagé dans une marche vers l'élimination du trachome. Le don de ce matériel entre dans le cadre du projet de gestion de la morbidité et de la prévention des incapacités liées aux maladies tropicales négligées, financé à plus de 19 milliards de francs CFA par le gouvernement américain. Nous pensons que avec l'appui d'autres partenaires, où le ministère va s'engager donc pour permettre l'acquisition de ces cartouches-là de façon continue. Mais en gros, il y a en tout cas plus de
300 acteurs qui ont été formés, notamment des chirurgiens, ophtalmologues, des attachés de santé en chirurgie et également des agents de santé de façon générale qui ont été formés. Ces agents de santé ont été formés au cours du présent atelier de présentation du stimulateur Head Start. Il s'agit essentiellement de formateurs de l'École nationale de santé publique et de l'unité de formation et de recherche en sciences de la santé. Et pour finir, les futurs pèlerins pour le Hajj 2019, notamment ceux des régions du sud-ouest, de la boucle du Mouhoun, des cascades et des hauts bassins, ne sont plus obligés de faire le déplacement jusqu'à Ouagadougou pour se faire enrôler. Ils peuvent converger à Bobo-Dioulasso où l'ONI a installé ses services d'enrôlement pour les passeports. L'opération qui devrait durer 10 jours a commencé le 11 avril dernier. Surtout Justin Dabiré. C'est parti pour l'opération d'enrôlement des pèlerins du Hajj 2019 dans les villes que sont Waïgouya, Fadangorouma et Bobo-Dioulasso. Des équipes des services publics des passeports se sont déployées dans ces 3 chefs-lieux de région afin de permettre aux pèlerins de se faire enrôler sur place. Cette opération de déconcentration des services des passeports, organisée par la Direction générale de l'ONI en collaboration avec la police nationale, fait suite à plusieurs constats. Il y a une affluence inégalée à chaque période d'enrôlement du Hajj. Le constat a été également fait que les pèlerins du Hajj sont des demandeurs de passeports de nature spécifique. C'est très souvent des pèlerins qui viennent pour la première fois pour le Hajj ou qui ont affaire au service du passeport pour la première fois. Il y a également le constat de l'éloignement du site, puisque nous avons aujourd'hui un centre unique d'enrôlement. Donc le constat a été fait de cet éloignement du centre d'enrôlement vis-à-vis des pèlerins. Lancée ce 11 avril 2019, l'opération d'enrôlement des pèlerins du Hajj 2019 à Bobo-Dioulasso concerne dans le Grand Ouest, la région du sud-ouest de la boucle du Mouhoun, des cascades et des hauts bassins. L'objectif de cette opération du système d'enrôlement déconcentré vise à rapprocher les services publics des passeports des populations. Pour la région des hauts bassins, nous avons fixé le poste d'enrôlement à Bobo-Dioulasso pour intéresser les régions du sud-ouest Gawa, les régions des cascades Banfora, la boucle du Mouhoun et bien évidemment la région des hauts bassins. Cela permettrait à tous les pèlerins qui souhaitent le faire de converger vers un centre plus proche de leur domicile, plus proche de leur centre d'intérêt, afin de faciliter l'enrôlement et in fine l'obtention du passeport. Cette initiative de l'ONI est saluée par la communauté musulmane de Bobo-Dioulasso. Elle plaide toutefois pour une ouverture prochaine de l'antenne d'enrôlement de Bobo-Dioulasso. Vraiment, c'est la bienvenue pour nous parce que ça nous a facilité les choses. Avant, il faut que nous acheminons nos pèlerins à Ouagadougou pour aller se faire enrôler. On en a beaucoup fait, mais Dieu merci, la direction nous a envoyé une équipe à Bobo ici. On a déjà fait une première enrôlement qui s'est bien passé. Ils sont à la deuxième phase aujourd'hui de 10 jours. Vraiment, c'est salutaire pour nous et nous souhaitons que ça se continue, ça poursuit. Cette opération d'enrôlement qui va durer 10 jours se tient du 11 au 21 avril 2019. Pour un chiffre journalier de 100 pèlerins par jour, les organisateurs s'attendent à la fin de l'opération à enrôler 1000 à 1500 pèlerins au poste d'enrôlement de Bobo. Le directeur général de l'ONI rassure par ailleurs que des dispositions sont prises par les services d'enrôlement pour détecter les faux documents. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur la télévision BF1 tout à l'heure. Ça sera le Kibaï Wakato. Et puis à 21h00, le Sport Time, votre émission de sport préférée avec Luc Pabelguin. Moi, je vous retrouve demain à la même heure, 19h30.